Bonjour à tous, je rappelle aux nouveaux qui viennent d'arriver sur cette chaîne que cette série correspond à la réforme du nouvel examen du code de la route qui est depuis le septembre 2023. Donc toutes les questions sont aux normes. Ce panneau me limite à 30 km/h. Si je continue tout droit, oui, réponse A, non, réponse B. Si je tourne à gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, ce panneau, donc il est encadré, dans les nouvelles questions de la réforme. Quand on vous dit ce panneau ou cette voiture, ça sera toujours encadré ou indiqué par un petit cercle. Alors, ce panneau-là nous indique qu'on est limité à 30 km/h et que ça, c'est dans une zone. Donc, c'est pas uniquement dans cette rue-là, mais ça peut être pour tout un quartier. Donc, toutes les rues qui sont à gauche, à droite aussi. Et si on retourne de nouveau encore à gauche et à droite plus loin, on sera encore concerné jusqu'à ce qu'on rencontre le panneau fin de zone. Donc là, ce panneau me limite à 30 km/h. Si je continue tout droit, oui. Et si je tourne à gauche, oui aussi, donc c'était A et C. Je conduis un véhicule GPL. Cette signalisation m'autorise à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. À stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on peut voir qu'on est sur une bande de recharge électrique, donc c'est pour les véhicules électriques, et on nous dit qu'il est interdit de stationner, sauf, donc c'est bien écrit sauf, pour les véhicules électriques qui utilisent la borne de recharge, seulement quand ils sont en charge. Un véhicule électrique qui n'est pas en charge est aussi concerné par ce panneau-là. Donc, on nous dit que c'est interdit de stationner, mais j'ai quand même le droit de m'arrêter. Alors attention, s'arrêter, c'est pas pour aller à la boulangerie du coin, c'est uniquement pour descendre un passager ou l'embarquer dans la voiture, ou alors pour déposer ou charger des bagages. C'est ça la notion de l'arrêt, c'est le code de la route qui le dit. Donc, est-ce que je peux m'arrêter? C'est oui, réponse A. Et est-ce que je peux stationner? C'est non, réponse D. Donc A et D. Le conducteur de cette voiture voit très bien le motard circuler. Oui, réponse A, non, réponse B. Donc très très rapidement pour les nouveaux, on peut voir que là vous avez un symbole de motard. Vous avez aussi tous ces symboles-là qui sont possibles. C'est parce que c'est par exemple sur cette photo-là d'un point de vue du motard. Donc vous voyez bien, on voit bien le guidon du motard. Donc c'est la vision du motard. Donc la question, le conducteur de cette voiture voit très bien le motard circuler. Eh bien, là, il peut être vu à la limite dans le rétroviseur extérieur et peut-être que même il est peut-être un peu trop avancé et qu'il se retrouve peut-être même dans l'angle mort de cette voiture-là. En plus, un motard, ça prend pas beaucoup de place sur la route, donc c'est plus difficile à voir qu'une voiture standard qui prend beaucoup plus de place. Donc, est-ce qu'il voit très bien le motard circuler? C'est non, réponse B. Je suis limité à 70 km/h dans toute l'agglomération. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans une série précédente, on avait une question qui ressemblait, mais le panneau limitation de vitesse était mis avec le panneau d'agglomération. Là, il est séparé. Quand il est séparé, ça veut dire que c'est uniquement dans cette rue-là et pas sur toute l'agglomération. Je vous rappelle que pour que ce soit toute l'agglomération, il aurait fallu que le panneau de limitation de vitesse soit mis avec le même poteau que l'entrée d'agglomération. Et là, c'est pas le cas. Donc, comme c'est pas avec l'entrée d'agglomération, c'est uniquement dans cette rue. Donc, c'était réponse B. En panne sur l'autoroute, il faut placer le triangle de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors ça, c'est la chose à savoir par cœur. Le triangle de sécurité, il y a un endroit où vous n'avez pas le droit de le mettre, c'est justement sur l'autoroute. Parce que c'est dangereux d'être sur une bande d'arrêt d'urgence. Donc, il faudrait pas aller marcher pour aller placer le triangle en amont. Ça serait trop dangereux. Donc, en plus de ça, avec les voitures qui circulent, ça fait beaucoup de vent et donc ça ferait tomber le panneau au sol. Donc il n'y aurait aucun intérêt. C'est pour ça que on ne met pas le triangle sur l'autoroute et donc on doit se mettre derrière le rail de sécurité immédiatement. C'était réponse B. La voiture de derrière me suit de près. J'accélère pour augmenter la distance entre nous deux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si elle vous suit de près, c'est parce que, en règle générale, la voiture, c'est qu'elle veut rouler plus vite. Si vous accélérez, elle va en profiter pour rouler plus vite, va continuer à vous suivre de près. Donc ça va pas régler le problème. En plus de ça, si vous roulez plus vite, eh ben, il va falloir réagir beaucoup plus vite face à un danger. Et vous risquez d'être obligé de devoir piler devant un danger. Et là, il y a un gros risque que vous fassiez rentrer dedans par celui de derrière. Tandis que si vous lâchez l'allure, en douceur évidemment, hein, pour pas surprendre celui de derrière, hein, lui, bah, il va continuer son comportement comme d'habitude, hein, ça changera rien. Mais par contre, vous, par rapport à devant, vous aurez plus le temps d'anticiper. Et quand vous allez détecter un danger, vous aurez beaucoup plus de facilité à ralentir en douceur pour éviter de vous faire rentrer dedans, pour éviter de surprendre celui de derrière. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux justement ralentir en douceur progressivement, mais ralentir. Donc c'était réponse B. Je m'arrête à hauteur du panneau stop. Réponse A. À l'intersection. Réponse B. Je peux tourner à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, vous verrez, le panneau est obligatoire, mais pas toujours le marquage au sol. Le marquage au sol est juste là pour confirmer la signalisation verticale. Bon, là, en l'occurrence, on le devine un peu, la bande stop, mais des fois, on la voit pas du tout. Donc, quand c'est comme ça, où il peut y avoir de la neige et on voit pas au sol non plus, quand c'est comme ça, vous savez qu'il faut pas s'arrêter à hauteur du panneau. Pourquoi? Parce que lui, le panneau, il est toujours mis à l'avance de manière à ce que vous puissiez le voir de très loin. S'il avait été mis dans l'angle là, bah, vous l'auriez vu au dernier moment, le panneau. Et si vous arrêtez à hauteur du panneau, bah vous ne verrez rien du tout sur la route à gauche et à droite, parce que là, il y a les murs, celui-ci puis celui d'à côté, qui va vous cacher la visibilité sur les côtés, donc vous ne verrez rien. Donc il faut automatiquement s'arrêter à la limite de l'intersection. Donc c'était réponse B. Est-ce que je peux tourner à droite? Là, vous avez un panneau qui vous dit que vous êtes obligé d'aller dans ce sens de circulation. Donc non, vous ne pouvez pas tourner à droite. Donc c'était réponse B et D. À cet emplacement, je peux m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, cet emplacement, on peut voir qu'il y a des zébras jaunes. Ça veut dire que c'est un arrêt de bus. Donc moi, je ne peux ni m'arrêter, ni stationner. C'est uniquement pour l'arrêt des bus ici. Donc c'était réponse B et D. Pour prendre la sortie 25, je commence à ralentir. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc c'est un panneau qui nous annonce que il y aura une sortie dans 1 kilomètre, donc c'est ici hein, que c'est indiqué, donc 1000 mètres, 1 kilomètre, ça sera la sortie numéro 25.
1 kilomètre, c'est loin, donc j'ai encore le temps. En plus de ça, ça sera une voie de décélération, puisque je suis sur un axe rapide, c'est au moins une 2 fois 2 voies. Donc je vais rencontrer une voie de décélération. Et la voie de décélération, c'est justement fait pour ralentir dedans. Je dois toujours éviter de gêner la circulation. Donc j'attends d'être dedans. Donc est-ce que je commence à ralentir? Non, réponse B. Donc, comme vous pouvez le constater encore une fois, au moment où je vous fais cette vidéo, je suis encore la seule sur YouTube à vous faire des questions qui sont aux normes par rapport à l'examen du code de la route. Donc, si vous voulez pas louper les suivantes, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas de mettre la petite notification, la petite cloche de notification, comme ça vous ne louperez pas les séries suivantes. Si vous appréciez mon travail, mettez un like aussi à ma vidéo, ça me fera très plaisir. Allez, question suivante. Je suis limité à 30 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, pour cette question, il va falloir qu'on revienne en arrière. D'ailleurs, j'espère que vous n'êtes pas revenu en arrière sur la vidéo pour revoir une deuxième fois. Ça, le jour de l'examen, vous ne pourrez pas le faire. Vous n'avez qu'une lecture possible. Si vous n'avez pas bien observé, ça sera tant pis pour vous et vous serez obligé de répondre un peu au hasard. Donc surtout, apprenez à bien observer. Donc je suis revenu en arrière, on nous annonce un sens giratoire. Et après, là, on peut voir qu'il y a une limitation à 30 km/h, mais il y a un panonceau en dessous. Et le panonceau nous dit que c'est pour les 7,5 tonnes, c'est pas pour nous. Donc cette limitation de vitesse ne nous concerne pas. Donc, est-ce que je suis limité à 30 km/h? Eh bien, non, ça ne me concerne pas. Est-ce que je ralentis? Vous voyez là, il y a la voiture devant qui est en train de freiner, on voit les feux stop d'allumer, et on nous a annoncé aussi qu'on arrivait sur un sens giratoire. Donc, comme la voiture freine devant et qu'en plus de ça, il y a un sens giratoire, oui, je commence à ralentir. En plus, on est un peu en descente, donc il vaut mieux s'y prendre un petit peu plus tôt. Donc, c'était réponse B et C. Je dois laisser la priorité au train. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dois marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. On en avait parlé dans une série précédente. C'était pas tout à fait les mêmes questions. Alors, on va voir si vous avez bien retenu ça. Est-ce que je dois laisser la priorité au train? Donc là, on nous annonce que c'est un passage à niveau sans barrière, avec plusieurs voies. Quand vous avez deux croix comme ça de dessinées, c'est qu'il y a plusieurs voies. Quand c'est sans barrière, il faut regarder la signalisation. Donc soit vous aurez un stop, un cédé de passage, ou même rien, comme c'est ici. Et donc là, dans ces cas-là, c'est toujours la priorité au train. Ça, c'est la règle à retenir. C'est ce dont je vous avais parlé dans une des séries précédentes. Est-ce que je dois marquer un temps d'arrêt? Non, bah on nous met pas de stop. Donc c'est pas obligatoire de marquer un temps d'arrêt. À ce niveau-là, c'est pas un stop. Donc c'était réponse A et D. Cette commande permet de régler le rétroviseur intérieur, réponse A, le rétroviseur extérieur droit, réponse B, le rétroviseur extérieur gauche, réponse C. Alors souvent, on a ce bouton-là au niveau de la portière sous votre vitre. Alors comment ça fonctionne? Des fois c'est sur le tableau de bord, mais c'est plus rare. Comment ça fonctionne? Si vous avez le petit cran qui est sur le 0, c'est que si par malheur vous touchez cette commande, ça ne déréglera pas les rétroviseurs. Ensuite, si le petit tiret, vous le placez en direction du R, R comme right, donc là c'est pour régler le rétroviseur extérieur droit. Et là le L comme left, gauche,
Donc c'est pour régler le rétroviseur gauche. Donc dans ce cas-là, il faudra l'incliner sur la gauche. OK? Mais c'est en aucun cas pour régler le rétroviseur intérieur qui lui se fait manuellement. Il faut lever votre main et puis l'attraper et l'incliner plus ou moins haut ou plus ou moins à gauche ou à droite en fonction de votre position de conduite. Donc là, c'était réponse B et C. Pour aller en face, j'allume le clignotant droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il y a une règle à retenir et qui est importante, c'est que je dois toujours signaler un changement de direction. Donc, à partir du moment où je vais quitter mon axe principal, je dois toujours informer avec un clignotant. Pareil, si je fais un écart de trajectoire, je dois aussi informer les autres avec mon clignotant. Donc là, la route principale, elle est à gauche. On voit bien que, en plus de ça, il y a le petit trottoir, là, une petite rigole qui continue. Donc là, il n'y a pas de doute, c'est à gauche. En plus, une information supplémentaire, c'est qu'il y a des sens interdits. Attention, on a quand même le droit d'y aller parce que les sens interdits sont pas maintenant. Ils seront uniquement dans 100 mètres. Donc, dans 100 mètres, je ne pourrai pas aller plus loin, mais les 100 premiers mètres, j'ai le droit d'utiliser cette voie-là, d'emprunter cette route-là. Donc, comme je quitte l'axe principal, en effet, il va falloir que je mette le clignotant droit. Donc là, c'était bien réponse A. Le nombre de conducteurs dont la vue mérite une correction est estimé à 1 sur 3, réponse A, 1 sur 10, réponse B, 1 sur 20, réponse C. En fait, c'est malheureux à dire, mais la réponse est 1 sur 3. Pourquoi? Parce que la vision, elle évolue lentement, et donc on s'en rend moins compte que notre vue n'est plus bonne et plus adaptée. Donc on devrait prendre des rendez-vous beaucoup plus fréquemment, et c'est pas le cas. Donc c'était réponse A. Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Donc je vous rappelle, si vous avez du mal avec les questions, vous allez voir la petite vidéo que je vous ai mis en lien. D'accord? Alors, les feux de position seuls, c'est seulement en agglo éclairé. Et là, on est bien en agglomération, en effet. On voit bien l'agglomération et on voit bien que c'est éclairé. Il y a des luminaires tout du long, des lampadaires. Donc, je peux en effet utiliser mes feux de position seulement. Bon, je vous le conseille pas dans la réalité, mais on a le droit, c'est comme ça. Ensuite, les feux de croisement, eh bien oui, on a le droit de les mettre quasiment, on va dire, sauf quand j'ai le droit de mettre les feux de route. Dans ce cas-là, si j'ai le droit de mettre les feux de route, je dois passer en feu de route, obligatoirement. Donc là, les feux de route, c'est seulement s'il n'y a pas d'éclairage et qu'il n'y a personne en face. Alors là, il y a du monde en face. Qu'on soit en ville ou pas en ville, ça nous est égal, c'est surtout l'éclairage. Et là, en effet, il y a de l'éclairage. Donc, il y a les deux conditions qui fait que je ne peux pas mettre les feux de route. Donc, c'était réponse A et B. La file de droite avance plus vite que la mienne. Je change de voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va pas s'amuser à changer de voie à chaque fois en fonction de la vitesse d'une file ou d'une autre. Bon, surtout que c'est prouvé, ils ont fait des études là-dessus, que finalement, sur une distance quand même assez longue, les deux voies avancent à la même vitesse. Donc, vous ne serez pas gagnant. Et en plus de ça, vous risquez de provoquer des ralentissements inutiles
et donc de devenir dangereux pour vous et pour les autres. Donc c'est réponse B, on ne change pas de voie. Je risque de rencontrer des piétons. Oui, réponse A. Non, réponse B. Cette question, elle est un peu piège, alors je vais prendre le temps de vous expliquer. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on rentre dans un axe rapide et j'aurai donc un céder le passage, où je devrais donc accélérer un petit peu si les conditions me le permettent, pour avoir la même allure que les autres et m'insérer. Et je devrais quand même leur laisser le passage. Dans les axes rapides, et c'est normal, on rencontre fréquemment ce panneau-là, un accès interdit aux piétons. D'accord? Donc normalement, je ne vais pas rencontrer de piétons. Mais, et c'est là où est le piège, c'est qu'il y a ce panneau-là. Et ce panneau-là nous annonce qu'il va y avoir des travaux. Et qui fait les travaux? Ce sont des hommes qui font l'entretien de la route, par exemple. Donc vous risquez de rencontrer des piétons à cause des travaux. Donc c'était réponse A. Le temps de réaction est en moyenne de 1 seconde, réponse A, 2 secondes, réponse B. L'intervalle entre deux véhicules est d'au moins 1 seconde, réponse C, 2 secondes, réponse D. Alors, il faut savoir que le temps de réaction, c'est entre le moment où vous avez aperçu quelque chose et le moment où vous allez commencer à agir, il est en moyenne d'1 seconde. Donc ça, c'était bien la réponse A. Ensuite, l'intervalle qu'on doit laisser entre deux véhicules, lui, sera un plus important. C'est-à-dire qu'on va, en fait, on va laisser une deuxième seconde de sécurité. Donc, il faut toujours laisser au moins 2 secondes entre deux véhicules. Donc, c'était réponse A et D. Si je commets un excès de vitesse de 20 km/h, je risque un retrait de 1 point, réponse A, 2 points, réponse B, 3 points, réponse C, 4 points, réponse D. Alors, si je commets un excès de vitesse de 20 km/h, eh bien, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour vous. Ça commence par un 2, donc ça sera 2 points. Donc, plus de 20 km/h, ça sera 2 points. D'accord? Donc, réponse B. Les voitures peuvent arriver de droite, oui, réponse A, non, réponse B. Gauche, oui, réponse C, non, réponse D. Alors, si on revient en arrière dans la vidéo, on peut voir que il y avait un panneau qui nous annonce donc une priorité à droite, que vous voyez ici. Et ensuite, on avance encore un petit peu. Et là, vous aurez le panneau qui vous annonce que c'est interdit de tourner à droite. Et un peu plus loin, on arrive en fin de vidéo. Et donc, en fin de vidéo, vous avez vu ici, il y a un panneau sens unique sur la gauche. Et là, il y a un panneau sens interdit sur la droite. D'accord? Donc, si j'ai un sens interdit, ça veut dire que moi, je ne peux pas y aller, mais que forcément, il va y avoir des voitures qui vont arriver de ce côté-là. Ici, si j'ai un sens unique, ça veut dire que la route, elle est que dans ce sens de circulation. Donc, moi, je peux y rentrer dedans, mais personne n'arrivera dans l'autre sens. D'accord? Donc là, les voitures, est-ce qu'elles peuvent arriver de droite? Oui. Moi, je peux pas y aller, mais les voitures arrivent forcément de droite.
Est-ce qu'elles peuvent arriver de gauche? Non, parce que c'est un sens unique. Donc moi je peux y rentrer, mais personne ne circulera dans l'autre sens. Donc c'était réponse A et D. L'habitacle d'une voiture garée en plein soleil peut dépasser une température de 60 degrés si elle n'est pas équipée de vitres teintées. Oui, réponse A, non, réponse B. Si elle est équipée de vitres teintées, oui, réponse C, non, réponse D. Une voiture, c'est comme un four en été, ça peut monter très très vite en température. Il suffit de 10 minutes pour que ça atteigne 60 degrés. Je sais pas si vous imaginez, c'est énorme. Donc un enfant que vous laissez dans une voiture ou même un animal, même avec des vitres teintées, ou même légèrement entrouvertes, ça suffira pour qu'il soit déshydraté. Et là, il risque de perdre connaissance et puis même de décéder après avec un arrêt cardiaque. Je pense que tous les étés, on en entend parler, mais c'est important quand même de le savoir, ça. Donc c'était réponse A et C, parce que dans les deux cas de figure, la température, elle augmente vraiment très vite. La position nuit du rétroviseur intérieur peut s'activer manuellement, réponse A, automatiquement, réponse B. Il permet de réduire le risque d'éblouissement venant de l'avant, réponse C, de l'arrière, réponse D. Alors la position nuit sur les rétros intérieurs, en fait, ça va dépendre de votre voiture. Si vous avez une voiture haut de gamme ou pas, ou une voiture récente ou pas. Là, sur les vieilles voitures, là c'est sûr, c'est manuel. Sur les voitures récentes, ça va dépendre de la catégorie de votre voiture, mais ça peut être automatique. Alors sur les voitures manuelles, vous avez vu, vous avez la petite languette ici à bouger, à incliner, et puis ça évitera que les phares se renvoient dans vos yeux. Et sur automatiquement, ça détecte la luminosité à l'arrière, et puis ça fonce un petit peu votre rétroviseur intérieur. Donc les deux étaient possibles, réponse A et réponse B. Ensuite, ça permet, l'intérêt, c'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, c'est que ça permet de réduire, vous voyez les phares qui sont à l'arrière, quand ça se renvoie dans le rétroviseur, ça se renvoie en plein dans vos yeux, et là c'est comme si vous preniez les phares en plein dans vos yeux. Pourtant le véhicule est derrière, mais vous êtes ébloui comme s'il était devant. Donc ça permet justement de réduire le risque d'éblouissement de l'arrière. Donc c'était réponse A, B et D. Par temps de pluie, les distances de freinage restent identiques. Réponse A sont multipliées par 2. Réponse B sont multipliées par 3. Réponse C. La météo, le type de la route et l'état du véhicule peuvent avoir des conséquences sur la distance de freinage et peuvent les rallonger. Ici, dans ce cas, en cas de pluie uniquement, c'est multiplié par 2. Et donc on peut rallonger si on a un problème d'état du véhicule aussi, par exemple. Mais uniquement par temps de pluie, c'est multiplié par 2. Réponse B. La meilleure option est d'accélérer. Réponse A. De faire un appel de phare et klaxonner, réponse B. De freiner et serrer à droite, réponse C. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est sur une route à double sens de circulation. On voit des véhicules qui circulent dans ce sens-là et des véhicules qui arrivent en face. Et il y a un véhicule qui est en train de me dépasser. Alors, il a mal estimé un petit peu sa distance de dépassement et là, il se retrouve en fin de dépassement mais avec un véhicule qui arrive en face à très faible distance. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Si j'accélère,
il n'aura plus du tout la possibilité de se rabattre, d'accord? Parce que je vais me retrouver à sa hauteur, et lui, il va devoir soit accélérer encore beaucoup plus fort pour pouvoir passer devant, à mon avis, ça va être très difficile pour lui, soit il va devoir freiner fortement pour pouvoir passer derrière, ce qui va le mettre aussi en difficulté. Si je fais un appel de phare ou si je klaxonne, ça ne changera rien à la situation, ça n'évoluera pas. Si je freine et que je serre à droite, eh bien dans ce cas-là, ça risque d'être la meilleure solution. Pourquoi? Parce que il est déjà devant moi. Donc il lui manque plus grand-chose pour pouvoir se rabattre. Donc si je me serre à droite et puis que je freine, ça va lui laisser la possibilité de se rabattre tout de suite et d'éviter le véhicule qui est en face. D'accord? Donc là, c'était la réponse C. Je laisse démarrer le véhicule bleu. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, on voit qu'il a son clignotant à gauche et qu'il a la sirène de mise, d'accord? C'est un véhicule d'intervention, on voit bien que c'est un véhicule de la gendarmerie. À partir du moment où il a ses avertisseurs spéciaux, c'est-à-dire le gyrophare et la sirène, il devient prioritaire, donc je dois le laisser passer obligatoirement. Donc là, c'était réponse A. Une acuité visuelle de 10 dixièmes me permet de lire hors agglomération un panneau de limitation de vitesse à 50 mètres, réponse A, 100 mètres, réponse B, 150 mètres, réponse C, 200 mètres, réponse D. Alors la taille des panneaux, hein, et puis la hauteur des caractères. Donc la taille du panneau et puis la hauteur du caractère qu'il y a à l'intérieur, d'accord? Ça évolue en fonction de votre vitesse. Donc par exemple sur l'autoroute, les panneaux de limitation de vitesse seront bien plus gros pour que vous puissiez les voir de plus loin. D'accord? Alors une acuité visuelle de 10 dixièmes, ça permet de lire un panneau d'entrée d'agglomération à environ 50 mètres. C'est pour vous donner une idée. Et un panneau de limitation de vitesse, comme ici, d'accord, c'est à environ 150 mètres. Donc là, c'est à partir de 150 mètres, je peux lire le panneau, ce qui veut dire que au-dessus de 150 mètres, je n'y arriverai pas, donc la réponse D, on l'oublie, mais je peux répondre aux autres questions. C'est-à-dire que là, 150 mètres, je peux lire le panneau, et en dessous de 150 mètres aussi. Donc 100 mètres, je peux encore mieux lire le panneau, et 50 mètres, alors là, c'est à la perfection. Donc réponse A, B et C. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, on peut voir que nous sommes sur une route à deux chaussées séparées par un terre-plein central avec une limitation de 130 km/h. Donc, nous sommes sur l'autoroute. On a une confirmation avec ce panneau-là qui est bleu. On voit que les essuie-glaces sont en fonctionnement. On voit même dans le rétro qu'il pleut bien, on voit pas beaucoup derrière, et à l'avant aussi il pleut. Donc sur l'autoroute, quand je suis limité à 130 km/h par temps normal, dès que il y a de la pluie, la limitation est abaissée à 110 km/h, d'accord? Moi là actuellement je roule à 130 km/h, donc mon allure n'est pas bonne. Donc là je dois abaisser ma vitesse et réduire mon allure. Donc est-ce que je circule à la bonne allure? Non, réponse B. À cause des problèmes de météo, je circule avec les feux suivants. A, B, C, D.
Alors, il pleut, hein. Même si on a quand même une bonne visibilité, il pleut. On le voit bien, hein, le pare-brise, là, il y a de la pluie sur le pare-brise. Donc, quand il pleut, je dois mettre mes feux de croisement. En complément de mes feux de croisement, je peux aussi rajouter, si je veux, mes feux de brouillard avant, parce que j'ai le droit en temps de brouillard, neige et pluie. Les feux de route et les feux de brouillard arrière sont interdits. Alors, quels sont les symboles? On a dit qu'on avait le droit de mettre les feux de croisement. Les feux de croisement, c'est ce symbole-là. Si vous avez un doute, vraiment, il faut l'apprendre par cœur, parce que vous aurez d'autres questions là-dessus. Et en circulation, quand vous allez apprendre à conduire, il faudra aussi connaître vos symboles. Donc ça, feu de croisement. Ensuite, le feu de brouillard avant, c'est celui-ci. Donc A et C. Ça représente les feux de route. Et ça représente les feux de brouillard arrière. Donc si vous les connaissez pas, notez et apprenez par cœur. Donc là, c'était réponse A et C. Lors du contrôle technique, le niveau de pollution de mon véhicule est mesuré. Oui, réponse A. Non, réponse B. Lors d'une visite au contrôle technique, le niveau de pollution, il est vraiment mesuré. Et si vous avez une pollution excessive, c'est-à-dire qui est au-dessus de la norme acceptée, parce qu'il y a une certaine norme qu'on ne doit pas dépasser, et bien là, ça entraîne une contre-visite. Donc c'était réponse A. Cette télécommande permet de verrouiller les portières sans mettre la clé dans la serrure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, maintenant vous avez la plupart des télécommandes. Vous pouvez donc ouvrir votre portière en appuyant tout simplement sur un bouton. Donc là, c'était réponse A. Ce bus est sur le point de redémarrer. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D. On voit qu'il y a un arrêt de bus, et puis donc le bus a les feux de détresse. Ça veut dire qu'il est arrêté là pour un petit moment. Donc il n'est pas prêt de redémarrer. Donc là, c'était réponse B. Ensuite, est-ce que je ralentis? Alors oui, je ralentis toujours quand je m'approche d'un bus. Pourquoi? Parce que il pourrait très bien décider au dernier moment, au moment où j'arrive dessus, d'enlever ses feux de détresse et de mettre son clignotant à gauche. Dans ce cas-là, il devient prioritaire et je dois le laisser passer. Mais il peut aussi y avoir, qui sort juste devant le bus, un piéton. Et là, si je ralentis pas, je n'aurai pas le temps de m'arrêter pour éviter ce piéton. Donc là, c'était réponse B et C. Un accident vient de se produire. J'appelle les secours. Avant d'avoir évalué l'état des victimes, réponse A. Après avoir évalué l'état des victimes, réponse B. Il faut toujours analyser ce qui s'est passé sur l'accident avant d'appeler les secours pour pouvoir justement informer du nombre de victimes, de l'âge des victimes, parce que si il y a un bébé à bord, l'équipement sera pas le même. Voilà, s'il y a une personne enceinte, si la personne souffre d'hémorragie, si la personne est bloquée dans la voiture et qu'il va falloir prévoir une désincarcération, toutes ces choses-là, il faut le prévoir avant d'appeler. Donc c'était réponse B. La différence admise entre deux pneus d'un même essieu doit être inférieure à 0,5 mm, réponse A, 2,5 mm, réponse B, 5 mm, réponse C.
Alors, un essieu, c'est quoi? Vous avez une voiture, et puis vous avez l'ensemble des roues avant, le train avant, et le train arrière. Avec les roues là, qui sont là. Là, c'est les roues de devant et les roues de derrière. Eh bien, entre ces deux-là, il ne doit pas y avoir plus de 5 mm. Entre ces deux-là, il ne doit pas y avoir plus de 5 mm de différence d'usure. Donc là, c'était réponse C. Pour faciliter ce croisement, je ralentis et je serre à droite. Réponse A. Ou je serre à droite et je ralentis. Réponse B. Alors là, il va falloir que je croise ce véhicule blanc là, qui est ici, soit à l'arrêt ou en train de circuler, le problème va être le même. Donc quand je vais le croiser, vous avez vu la route, elle est vraiment pas large du tout, hein. D'ailleurs, il n'y a même pas de marquage au sol pour séparer les deux voies. Donc il va falloir serrer sur le bord droit. Si vous ne ralentissez pas et que vous allez sur le bord droit, vous pouvez très bien vous taper une ornière, ça veut dire un trou dans là, ici, ou une pierre qui est sur le bord. Mais regardez aussi ici. Qu'est-ce qui se passe? Il y a de la boue. Voilà. Et si vous mettez les roues dans la boue et que vous roulez vite, vous n'allez plus maîtriser la trajectoire de votre voiture. Et là, vous courez à l'accident. Donc, il va falloir forcément, dès que vous empruntez l'accotement, c'est pas fait pour rouler vite, un accotement, et puis il peut y avoir des petits obstacles dedans. Donc, si vous roulez sur un accotement, il va surtout falloir ralentir avant d'aller circuler dedans. Donc là, c'était je ralentis et je serre à droite. Réponse A. Il faut 1 heure pour éliminer un verre d'alcool. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors il faut savoir que c'est le foie qui élimine en grande partie l'alcool, jusqu'à 95% quand même. Hein. Mais chaque individu n'élimine pas tout à fait pareil la même quantité d'alcool. Ça peut varier entre 0,10 et 0,15 grammes par litre de sang en 1 heure. Donc pour éliminer totalement un verre d'alcool, 2 heures ne suffisent pas. Comme un verre, ça fait jusqu'à peu près 0,25 grammes par litre d'alcool, et qu'on élimine à peu près 0,10 et 0,15 grammes par heure, eh bien, 1 heure, ça ne suffit pas. 2 heures non plus, ça ne suffit pas. Donc, il faut un peu plus de 2h30 pour éliminer un verre d'alcool. Donc, c'était réponse B. La motorisation hybride d'une automobile combine une source d'énergie thermique avec une source d'énergie électrique. Vrai, réponse A. Faux, réponse B. Ce système permet de diminuer de 10 à 30% la consommation des véhicules. Vrai, réponse C. Non, réponse D. Alors ça, je vous les ai fait travailler dans les questions à voir avant cette série-là. Pour ceux qui se sont inscrits aux astuces gratuites là, pour bien progresser, pour pas mettre trop d'heures dans votre formation, puis pour rester motivé. D'ailleurs, n'hésitez pas, ceux qui sont intéressés, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description en dessous, ou alors en commentaire. Je vous ai mis un petit commentaire en tête de liste. Vous cliquez dessus, vous laissez votre adresse mail et donc après vous avez accès à des astuces pour pouvoir bien progresser. D'accord ? Je vous avais donc dit de travailler tout ce qui était énergie thermique, électrique, donc avec toutes les petites questions qui vont avec. Donc on va voir si vous avez bien travaillé ça. Alors, une voiture hybride, elle utilise 2 types de motorisation. Donc elle utilise la motorisation thermique et la motorisation électrique. Donc là, c'était bien réponse A. Ensuite, est-ce que ce système permet de diminuer de 10 à 30% la consommation des véhicules? C'est vrai, parce que son objectif principal,
donc du véhicule hybride, hein, c'est d'utiliser de façon optimale, c'est-à-dire la meilleure de toutes les façons, la source d'énergie. Donc ça permet de limiter les émissions de CO2, donc la pollution, et de réduire forcément votre consommation de carburant. Donc ça va vous limiter les frais aussi au moment où vous allez acheter votre carburant aussi. Donc c'est réponse A et C. Un moteur pollue plus à froid. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je laisse chauffer le moteur à l'arrêt avant de partir. Oui, réponse C. Non, réponse D. Plus il fait froid, plus il y aura d'émissions polluantes, d'accord, importantes. Et plus vous allez démarrer donc votre moteur à froid, plus il y aura de matières polluantes qui sortent de l'échappement. Et c'est encore pire quand il fera de plus en plus froid. Les matières polluantes seront encore plus importantes. Surtout si c'est une voiture essence d'ailleurs, hein, qui est équipée d'un pot catalytique qui n'est efficace, ça il faut le savoir, que quand le pot a atteint 250 degrés au moins. Ce qui veut dire quand même qu'il faut faire, je sais pas, au moins une bonne dizaine de minutes de circulation pour que votre pot catalytique soit efficace. Donc dans les premières minutes, il n'est pas efficace. Donc si on laisse son moteur se chauffer à l'arrêt, bah, ça fait quoi? Ça fait un gâchis de carburant parce qu'on consomme beaucoup plus. Donc on consomme beaucoup plus pour rien sans faire de kilomètres. Et en plus, ça fait une pollution inutile. Donc il faut rouler dès les premières minutes, en douceur par contre, pour laisser le temps au moteur de chauffer et de ne pas forcer sur le moteur. Donc la question, un moteur pollue plus à froid? Oui, réponse A. Et je laisse chauffer le moteur à l'arrêt avant de partir? Non, parce que c'est pas économique et c'est pas écologique. Donc c'est réponse A et D. Je doute des intentions du cycliste. Je klaxonne? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. On peut voir que le cycliste est en train de s'engager sur la chaussée. On voit qu'il est en train de sauter le trottoir pour s'engager. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va continuer dans cette voie-là ou est-ce qu'il va juste traverser? Je n'en ai aucune idée. Donc dans le doute, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ralentir. Est-ce que j'ai besoin de klaxonner? Comme je suis assez loin de lui, hein, quand même il y a de la distance, c'est pas un danger immédiat du coup. Moi j'ai le temps de ralentir pour justement avoir des distances de sécurité. Et donc ça, en plus le fait de ralentir, ça me laissera le temps de comprendre ses intentions. En ville, je n'ai droit de klaxonner que en cas de danger immédiat. Il aurait été ici, évidemment, j'aurais klaxonné. Là, il est quand même plus loin, donc je n'ai pas besoin de klaxonner. Donc c'est réponse B et C. Je peux circuler avec les feux de position seuls, réponse A, les feux de croisement, réponse B, les feux de route, réponse C. Alors, normalement, quand on est en agglomération, avec des éclairages, vous voyez les lampadaires qui sont allumés là, d'accord? Quand il y a de l'éclairage, je peux circuler soit en feu de position, soit en feu de croisement. Mais il y a une donnée à prendre en compte, c'est que là, il pleut. Donc comme il pleut, je dois rouler en feu de croisement uniquement. Donc réponse B. Un incendie se déclare. Il est préférable d'attendre les secours, réponse A, de sortir les blessés, réponse B. En règle générale, quand il y a un accident, je ne dois pas bouger les blessés, sauf
si ce blessé est en danger. Là, la voiture prend feu, donc il est vraiment en danger, il faut le sortir immédiatement. Donc là, c'était réponse B.